classiques qui sont basés sur ce motif-là. Voilà, le Comte de Monte Cristo qui va revenir au cinéma pour son énième adaptation cinématographique. C'est la plus grande histoire de vengeance qu'on puisse imaginer. Et moi, dans Capitaine Lunaire, c'est pas le thème, c'est pas le fil rouge principal, mais c'est quelque chose qui est présent. Et c'est la première fois que je la lisais en fantasy, mais c'est une fantasy qui est vraiment inspirée par les légendes du Nord, par les légendes vikings. Moi j'ai une appétence particulière pour cela car mon père est danois, j'ai un peu baigné dans ces atmosphères et j'ai retrouvé toutes ces influences de la mythologie du Nord et notamment ce sens du destin. Dans la mythologie viking, c'est le Ragnarok, la fin du monde qui est annoncée à l'avance, et le destin des personnages qui est tissé par les Nornes, qui correspond un peu aux grâces de la mythologie grecque. Et ben, j'ai vraiment trouvé ce sens tragique du destin dans le livre d'Amy et j'ai trouvé ça fantastique. Dans ma vie de libraire, j'ai souvent été confronté au fait qu'il y a des œuvres que j'adorais, qui étaient des œuvres un peu transgressives, qui parlaient de la mort, qui le montraient. Et puis moi, j'avais vraiment très envie de les lire. Et je me suis rendu compte, en étant libraire et en ayant cette relation mercantile et conseil, que parfois j'avais beau être passionné par un livre et vouloir le conseiller, en fait on me disait mais non, mais en fait je peux pas lire ça, je suis navré. C'est montré de manière beaucoup trop explicite, je ne suis pas assez fort pour lire ce livre. Et donc, quand j'ai écrit mon premier livre, je me suis dit que si je voulais parler de ce sujet qui m'était cher, il fallait que je trouve un moyen de détourner l'attention et de construire un parfait équilibre entre les sujets et les thématiques qui font mal, qui vont gratter là où on a quelque chose à dire et à ressentir, et un univers un peu cosy, un peu gourmand, un peu sensoriel, pour trouver le juste. Comme j'ai dit tout à l'heure, je pense que la vie c'est vraiment l'équilibre entre les expériences douloureuses et l'expérience positive, on apprend des deux, et donc le livre devait refléter ça. Donc on peut parler de choses importantes, mais on peut les enrober aussi. Like them. Let's see how it goes. Violet. Well, you know, Violet. You're right there with her. So I hope you like it. Just because, again, in contemporary romance, you have internal conflict, but Fourth Wings, you have dragons. So if you're, not sure where the plot is going, oh, I can kill someone. I can bring a dragon on. I can, there's so many more opportunities for spontaneity and surprise in Fourth Wing. So there was no, it wasn't hard. It was actually kind of a lot like going home.
on est crevés. Mais on vient de vous introduire ce vlog un peu tardivement, puisque vous aurez déjà eu des vidéos des Imaginales, de notre passage un petit peu à ce festival de l'imaginaire qui se déroule en ce moment même, puisque on est samedi soir. Oui. Et qui se déroule à Épinal. Voilà. Et on a déjà fait beaucoup de rencontres et d'achats. Alors on est venu avec des livres qu'on avait déjà achetés pour pouvoir les faire dédicacer parce qu'on les avait lus entre temps. Et puis bah, forcément, on a fait des achats. Il nous reste encore la journée de demain, de dimanche. On va passer la matinée et le début d'après-midi encore sur le salon. Donc il y a encore plein de possibilités. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais les Imaginales font une anthologie tous les ans de nouvelles avec différents auteurs sur le thème de l'année. Donc cette année, c'est Memento Mori. Memento Mori. Des petites nouvelles sur le thème de différents auteurs, donc dans des ambiances très différentes. Et ce qui peut être sympa, c'est de les lire. Et ensuite, je vais y arriver. Dédicacer chacune. Voilà, les petites nouvelles les unes après les autres et parfois de demander des explications quand on est un peu sceptique. Oui, moi du coup j'ai déjà lu celle de David Brie que j'avais découvert avec Que passe l'hiver, que j'avais adoré. Et je vous avais parlé sur cette chaîne du Chant des Géants pour l'automne notamment, que je n'ai toujours pas lu, mais écoutez, ce sera pour l'automne prochain. Et dans cette nouvelle-là, du coup, j'étais très contente de l'avoir lu et de pouvoir en discuter avec lui, parce que c'était assez intéressant en fait, étant donné que c'est une nouvelle assez triste, même très triste, disons-le. Je ne veux rien spoiler puisque Claire ne l'a pas lu. Mais du coup voilà, c'était aussi intéressant de voir qu'est-ce qu'il voulait vraiment dire à travers cette nouvelle. Est-ce qu'il y avait un message particulier ou est-ce que c'était juste quelque chose qui était sorti comme ça, tel quel, et voir, voilà. Enfin bref, ça a donné de très chouettes échanges tout à l'heure avec David Brie. Voilà, donc je vais en lire d'autres. Si, j'ai lu aussi celle de Christopher Bouy, que j'ai beaucoup aimé. Christopher Bouy que je connaissais pas, mais dont j'ai un livre dans ma palle qui s'appelle Les 7 vies de Léo Bellamy, qui est sorti chez Robert Laffont. Et du coup, ça va être l'occasion de le ressortir de ma palle, puisque j'ai vraiment bien aimé à la fois le côté humour et touchant de sa nouvelle. Et donc voilà. Et moi, du coup, j'ai lu la nouvelle de Ariel Holz, puisque je savais que j'allais le voir en dédicace juste après, j'en ai profité pour la lire. Elle était assez courte. Pour une fois dans l'adulte, puisque tous les livres qu'il publie sont de la jeunesse ou du young adulte, et très sombre, voilà. Mais bon, le thème de la mort, évidemment, est omniprésente dans ce recueil, donc c'est Memento Mori, hein. C'est pas pour rien. Ah si, j'ai lu aussi le poème de Chris Lukasiewicz, pareil. Aussi, puisque c'est un poème, donc 2 pages, hein. Et très très beau, très chouette. Voilà. Alors un des gros événements des Imaginales cette année, c'était la présence de Rebecca Yarros. Alors oui, moi j'ai pas pris la jaquette parce que du coup j'avais le livre depuis longtemps et je l'ai déjà lu, j'en ai déjà parlé, donc je l'avais déshabillé. Et moi j'ai pu me le procurer en version collector, j'étais très contente parce qu'il est épuisé partout. Je m'étais dit là au début du mois que j'allais l'acheter et puis je le trouvais plus. J'étais là, mince. Et en fait ils en avaient sur le stand des Imaginales, donc j'étais très contente. On a aussi assisté rapidement on n'a pas vu le début, mais à une conférence avec Rebecca Yarros, donc une rencontre discussion, et les questions étaient très intéressantes avec des vraies problématiques qu'on rencontre très souvent en ce moment sur les réseaux sociaux notamment, et puis de façon générale autour de la littérature de l'imaginaire et de la montée de la romantaisie. Donc c'était très intéressant d'entendre une américaine parler et donner son point de vue, et puis voilà, une autrice qui a fait une œuvre comme Fourth Wing, qui est quand même un énorme succès. Voilà, auquel elle ne s'y attendait pas. Voilà. D'ailleurs, parce qu'elle elle continue à écrire d'ailleurs beaucoup de romances contemporaines en fait, avant d'avoir le succès qu'elle a eu avec Fourth Wing. Et puis c'était assez bien organisé, puisqu'on avait des petits bracelets avec des numéros, et puis après on a des petits post-it. Bon, c'est un peu express, parce que malheureusement les dédicaces des américaines, quand il y a beaucoup de monde comme ça, c'est un peu expéditif. Mais voilà, quand même plaisir de pouvoir l'écouter en conférence. Et maintenant j'ai hâte de le lire. Et petit coucou à Anne-Charlotte qui a eu aussi sa dédicace puisqu'on avait pris son livre avec. D'ailleurs Anne-Charlotte, c'est ton bracelet.
Magie et sentiment. Alors, pareil, celui-là, je l'ai lu et tu l'as pas encore lu. Non, et moi j'ai la version Ouais, collector reliée parce que juste elle est magnifique. Enfin, je sais pas si vous voyez Puis bien en le plus, j'espère. la couverture, Et c'est un peu texturé, c'est vraiment ils ont fait un super boulot. Je suis très très fan. Et du coup, j'en profite pour dire que moi, c'est un service de presse. Donc, je l'ai eu de la maison d'édition. Et c'est chez Slalom. Donc, globalement, premier romantisme pour Ariel Holz. Et je peux vous dire que c'est une très grande réussite. Si vous êtes en pleine obsession Bridgerton, comme moi, disons-le, est-ce qu'on le dit? Hier soir, on a regardé Bridgerton, la première partie de la saison 3 qui vient de sortir. Vous aurez peut-être vu quelques images. Donc on a regardé les 4 épisodes et je l'avoue, c'était mon 3e visionnage de cette partie 1. qui est sorti il y a une semaine. Donc voilà, vraiment, Bridgerton, ça fonctionne très bien, mais voilà, on est au 19e siècle en Angleterre, mais avec de la magie, puisque vous avez Angleterre et un peuple aussi sur la Lune qui s'appelle Angles-Lune, qui se sont séparés suite à une des guerres civiles qu'il y a eu en Angleterre. Et donc c'est une uchronie d'une certaine façon, s'il y avait eu de la magie. Donc il y a plein de clins d'œil à ça, il y a plein de clins d'œil aux différentes tropes de la romantésie. Il y a 2 personnages c'est un enemies to lovers qui sont censés se détester, qui vont finir par s'aimer, qui sont très attachants parce que, comme le disait Ariel Holz en conférence, en fait ils sont très semblables, mais comme ils viennent de 2 peuples très différents, de prime abord c'est un peu plus compliqué que ça. Et vraiment gros coup de cœur pour moi. Et moi j'ai commencé les 3 premières pages hier soir, mais je me suis endormie dessus donc j'ai arrêté. Oui, faut savoir que c'est vraiment dans le style d'Ariel Holz et c'est de la création française, donc il y a énormément d'originalité et c'est un style qui est quand même pas si simple, enfin ça coule pas autant que certaines romantésies américaines, mais en même temps, franchement, foncez, ça vaut vraiment le coup et c'est ça qui est très beau et c'est chirurgical. Et je me suis pas endormie parce que c'était complexe, hein. C'était juste que j'étais tard. crevée. Qu'on venait de regarder les 4 épisodes de Bridgerton, je le rappelle. C'est vrai. On a rencontré Amy Herman. C'était la 2e fois, j'avoue. Je l'ai rencontré il y a très longtemps. Et on a eu des petits goodies. Ouais. Regardez, c'est super. Quelques pages. Et une carte. Voilà. Et l'objet ressemble à ça. Très très beau. Et puis, Sous la lettre. je regarde. Et puis, comme ça. Avec un loup. Voilà. Alors moi, Amy Herman, je l'ai découverte il y a très longtemps, pendant mon adolescence, ou pendant mes études, je sais plus, avec Nos Faces Cachées, qui est une romance dramatique. Disons-le, puisque c'était à l'époque aussi des attentats du 11 septembre. Et donc il y a en fond cette histoire d'attentat du 11 septembre. Et j'avais vraiment adoré. Après ça, j'avais lu du coup en anglais ce qui a été traduit par La Loi du Cœur, qui est The Law of Moses en anglais. Et puis j'en avais lu plein d'autres d'elle. Vraiment, j'avais adoré pour son côté très attachant des personnages et ses histoires vraiment bien menées et très émouvantes. Enfin, moi, à chaque fois, elle me percute et elle me transperce le cœur avec ses histoires, ses drames. Enfin, il y a de la romance dans toutes ces histoires. Moi, celle que j'ai lue, notamment, c'est beaucoup des romances adolescentes. J'ai pas encore lu trop ces histoires, ces romans historiques, mais je vais m'y plonger. J'en ai un qui m'attend chez moi. Du coup, j'étais trop contente quand Charleston a dit qu'il publiait La Première Année, parce que c'est sa première pure fantaisie. Et donc, j'ai trop hâte, surtout que toi, tu l'as entendu en conférence et tu me disais qu'elle mettait de la romance partout et qu'en effet, dans celui-ci, oui, en fait, il y avait encore aussi. Il y avait une conférence avec Victor Dixon et elle, donc apparemment ils se connaissent et ils avaient lu chacun leur roman et donc ils ont pu échanger. Victor Dixon a très bien vendu le livre de Amy Herman et puis il a dit voilà, dans tous les livres de Amy Herman il y a de la love story et Amy Herman a affirmé que oui, dans celle-là aussi. Et puis bon, moi ce que j'aime aussi beaucoup dans Amy Herman, c'est qu'il y a beaucoup d'âme.
On sent que la foi aussi est importante pour elle. Rien que le titre, alors qu'a été un peu édulcoré en français, mais The Law of Moses et The Song of David, donc la loi de Moïse et le chant de David, c'est vraiment, t'as une inspiration biblique derrière. Et elle s'en cache pas, et ça je trouve ça trop chouette aussi, qu'elle arrive à toucher un public très large avec aussi ce côté religieux et qu'elle infuse en fait dans ses histoires, dans ses romans, même si c'est pas complètement... C'est pas du prosélytisme mais... Non, pas du tout. Mais Ouais. rien que la dédicace là dans la première année, enfin c'est pas la dédicace, c'est la citation vient de la première lettre aux Corinthiens. Voilà. Et puis après, on a eu un petit achat BD. Avec Voilà. une super dédicace. Léonard de Isabelle Botian et Anne-Catherine Hott. C'est une BD quand même assez épaisse, avec pas mal de pages. 78 pages. Voilà. Je vous montre moi la petite dédicace de Léonard. Voilà. Et moi, du coup, j'ai eu La Princesse. On la voit pas très bien. Voilà, donc petite BD dont les dessins sont très jolis. Voilà. On nous a fait un peu de l'œil et puis elle était en dédicace, donc on en a profité. Exactement. Ça a l'air trop chouette. On vous en reparlera. Très vite, parce que je pense qu'il va être lu... Oui, assez rapidement. Oui, et le libraire en plus disait qu'il y avait un double niveau au niveau du texte aussi, donc ça donne encore plus envie. Que ça pouvait totalement être lu par et apprécié des enfants et des adultes pour le sous-texte. Alors je ne l'ai pas encore fait dédicacer, mais j'ai bien l'intention d'aller rencontrer Maëlle Dessart demain. J'ai eu Bretzel Break en service de presse aussi pour Slalom, puisque je travaille pour eux en ce moment. Et voilà, Maëlle Dessart, valeur sûre, en plus celui-ci a l'air très chouette, c'est du contemporain pour le coup, pas de l'imaginaire, donc pas tout à fait dans le thème des imaginaires, c'est pas grave, c'est quand même l'Est de la France, donc on prend. Et là, je crois qu'elle aborde la question comment on appelle ça, la façon dont on se voit et du rapport au poids, notamment. Et moi, je suis trop triste, il faut que je vous le dise, c'est un grand drame. Je ne l'ai pas pris sur le festival et ils n'en ont plus. Ils n'ont plus d'exemplaires, donc je ne pourrais pas l'acheter. Trop de succès. Donc je suis très triste. Pourquoi j'ai attendu le dernier jour, je ne sais pas. Mais bah si, je sais pourquoi, parce que Claire m'a dit qu'elle allait la voir demain et du coup je me suis dit je l'achèterai demain. C'est quand même dommage qu'ils en ont plus. Oui, tant pis, je me rabattrai sur autre chose. Ou pas. Alors de mon côté, moi j'ai rencontré Nell Pfeiffer, dont j'avais déjà lu le tome 1 de L'Homme au grand jeton. Et j'avais fait un pré-achat avant de venir du tome 2, parce que je voulais vraiment. Et ils sont vraiment sublimes. C'est pour moi l'un des plus beaux livres de ma bibliothèque, hein, je dois le dire. Avec des gardes absolument magnifiques. Ah oui, j'ai eu des petits goodies également. Une petite carte qui brille de mille feux. Et puis un petit stickers. C'est sympa les stickers. Avec les personnages, un fan art des personnages, je sais pas si c'est très net. Mais voilà. Et donc je vous montre la garde avant et la garde arrière. C'est chouette quand ils en font des différentes. Ouais. Encore plus de fan art. Exactement. Et le livre tout nu est magnifique aussi. Voilà. À l'image du tome 1, mais en orange. Parce que je peux vous montrer aussi le tome 1 qui était déjà magnifique. Avec donc voilà. Idem des gardes sublimes. Devant et derrière avec les personnages masculins. Puisque nous avions Sophie sur la couve. Et pareil, 13 horloges. Puisque ici nous sommes sur un univers donc imaginaire où on suit Sophie qui est chronolangue, c'est-à-dire qu'elle parle aux horloges qui peuvent être bien bavardes, je vous le dis, et qui en fait travaille au palais pour remonter les horloges et prendre soin de toutes ces horloges qui sont là aussi pour vérifier que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas de complot qui se trame, puisque
qu'elles sont bavardes et elles voient tout, ces petites malines. Voilà, donc ça c'est un peu la base de l'histoire et en fait il y a des horloges aussi un peu particulières qui ont une magie en plus, on va dire. Et un jour, Dimitri, frère du roi, va venir avec un engrange-temps qui ne fonctionne plus. Et un engrange-temps, c'est une horloge qui permet de remonter dans le temps. Et en fait, au départ, Sophie elle n'est pas trop chaude parce que son père l'a toujours mise en garde contre ces horloges particulières qui peuvent être à double tranchant et ça peut créer des problèmes. Mais elle va quand même le faire, et notamment parce qu'ayant perdu son père, remonter dans le temps pourrait lui permettre de le revoir une dernière fois. Voilà. Donc elle se dit ok je vais le faire et en fait ça va être le début des problèmes. Voilà, je ne vous en dirai pas plus, mais c'est très chouette, c'est un univers vraiment très intéressant et qu'on suit avec beaucoup de joie dans le tome 1. Donc j'ai hâte de voir ce que Nell Pfeiffer nous a concocté pour le tome 2. Qui est un peu plus épais, comme vous le voyez, et donc de m'y plonger. Et donc c'était trop chouette, j'ai pu faire dédicacer et discuter avec l'autrice, qui avait un joli tampon en horloge. Alors ensuite, moi j'ai rencontré Maïwenn Alix, puisque j'avais déjà acheté et lu depuis un certain temps Noblesse oblige chez Slalom, qui est une uchronie. Donc là, c'est une uchronie qui part du principe que la Révolution française n'a jamais abouti. Et donc, la France est restée sous le joug de la monarchie absolue. Et on est de nos jours, je ne sais pas si c'est vraiment en 2024, mais en tout cas dans les années 2020. Et c'est Louis XXI qui règne sur la France. Et il y a une émission qui s'appelle Noblesse oblige, qui est une émission de télé-réalité, comme on peut en avoir aujourd'hui. Sauf que là, l'idée, c'est que ce sont des jeunes femmes du peuple qui sont sélectionnées pour pouvoir séduire les nobles masculins du royaume et ainsi espérer pouvoir les épouser. Et puis, si jamais elles n'arrivent pas à trouver quelqu'un, elles sont envoyées au couvent. Et on va suivre le personnage de... Comment elle s'appelle, Gabrielle, qui est en fait la fille d'un bourgeois qui a tellement réussi qu'il a fini par faire un peu peur à la noblesse et qui s'est retrouvée emprisonnée et complètement bafoué ses droits. Et elle travaille du coup pour une famille noble et elle va être sélectionnée pour Noblesse oblige, mais pas pour rien, parce qu'en fait elle va travailler en souterrain pour un groupuscule révolutionnaire. Et elle va devoir mener l'enquête parce qu'il y a eu un meurtre depuis la dernière émission de Noblesse oblige d'une jeune femme qui avait épousé un noble. Et en tout cas, elle est morte tragiquement, mais on se doute que c'est finalement bel et bien un meurtre. Donc elle va infiltrer Noblesse oblige pour essayer de résoudre cette enquête. Et en fait, elle va tomber sur des révélations beaucoup plus graves que ce qu'elle pensait. Donc c'est une façon de dénoncer notamment le pouvoir des hommes sur le corps des femmes et de réfléchir à la question du pouvoir. Si on donnait le tout pouvoir à un roi dans la société d'aujourd'hui, qu'est-ce que ça donnerait? Eh ben c'est pas joli, je peux vous l'assurer, avec Noblesse oblige. Donc grand plaisir de rencontrer Maïwenn Alix, parce que vraiment ça avait été un coup de cœur cette uchronie. Bon après j'aime beaucoup les uchronies. Il a fait une petite dédicace. Et puis alors c'est dommage, elle était en robe d'époque, c'était quand jeudi et vendredi, et aujourd'hui elle avait juste sa coiffure, elle avait pas encore mis sa robe. Je sais pas si elle l'a mis un peu plus tard, mais voilà, c'était intéressant de la rencontrer et on a eu des petites infos sur ce qui pourrait bientôt arriver autour de Noblesse oblige. Voilà, donc très contente de l'avoir rencontrée. Alors ensuite moi j'ai craqué pour Persona de Yelena, le tome 1. J'avais entendu parler de cette série chez Hachette Roman depuis un petit moment et elle me faisait de l'œil. Et puis là, elle était toute seule, ses livres étaient là, je me suis dit allez, je fonce, j'y vais. C'est dans un univers de mythologie grecque, avec notamment toute une intrigue avec des personnages qui ont des faiblesses, des particularités, des handicaps, de ce que j'ai compris. J'en sais pas trop plus, donc je vais pas vous faire l'affront de faire un résumé complètement bancal. J'en ai entendu beaucoup de bien, j'ai vraiment envie de tester et la plume de Yelena me tentait depuis un petit moment. Donc
J'ai vraiment hâte de découvrir ça. Et je sens que c'est un livre que je vais prêter à Claire. Il y a des chances. Voilà. Alors pour ma part, il y avait celui-ci que j'attendais impatiemment d'aller aux Imaginales pour pouvoir l'acheter et le faire dédicacer. Donc Elle et le feu de Alice Daublier, qui est un premier roman chez Hachette, qui est une fantasy. Je ne sais pas trop ce que c'est spécialement, mais en fait on suit le destin de 3 femmes différentes. On suit Alia, je ne sais pas trop comment ça se dit, qui n'a qu'un objectif, ne pas être choisie, car elle cache un périlleux secret. Elle peut propager le feu et être découverte, ignorer son arrêt de mort. Ensuite, on suit Effia, qui au contraire meurt d'envie d'être remarquée. Alors pourquoi? Ah oui, c'est parce que le prince doit se marier. Et du coup, c'est l'occasion de s'échapper de ses parents. Et Sibylle, qui est l'héritière d'un royaume fragile, qui a, elle, besoin d'alliés si elle veut espérer demeurer libre. Donc des complots, je pense un peu de magie, en tout cas un monde fantastique. Et puis je pense quelque chose d'assez féministe, ou en tout cas d'assez, avec les femmes mises un peu en avant. Et il est très beau, et c'est une duologie. Et le tome 2 va bientôt paraître à la fin de l'année, si je ne me trompe pas. Donc automne 2024. Donc contente aussi de lire une nouvelle duologie. Voilà. De mon côté, je finis avec une énorme pépite. Je vais vous en parler et vous en reparler, je pense. Il s'agit de Plein ciel de Siècle Bas-Elban, que j'avais préacheté parce que je voulais le lire avant de rencontrer l'autrice. Et j'ai bien fait. J'ai bien fait, ça a été un énorme coup de cœur. C'est un one-shot de fantasy française du coup, et quel bonheur, c'est tout est réussi dans ce livre pour moi, à la fois la plume qui est incroyable, pleine d'images, qui mélange humour, drame, poésie, jeu de mots, enfin l'univers est hyper riche, hyper créatif, hyper innovant. C'est vraiment de la fantaisie qui se base sur un univers où tout tourne autour de l'opéra. Et je trouve ça hyper innovant, j'avais jamais vu ça. On sent que l'autrice a une connaissance de l'opéra. Alors je lui ai posé la question et elle m'a dit que, en effet, elle avait entre 10 et 15 ans, je crois, été très souvent à l'opéra. Elle l'avait vu de l'intérieur. Et donc ça avait beaucoup marqué, et on le sent parce que c'est vraiment infusé dans plein de petits détails qui sont très 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 bien faits dans son univers, et les personnages ne sont pas en reste. C'est incroyable, les relations entre les personnages et tout. Alors c'est des univers très différents, mais dans la façon d'aborder le texte, ça m'a beaucoup fait penser à La Passe Miroir de Christelle Dabos, dans le côté tellement riche qu'au début il faut accepter de se laisser perdre, de pas tout comprendre. D'ailleurs, ça m'a fait rire parce que le personnage répète assez souvent je ne comprends pas, où elle est un peu perdue, et en fait elle reflète complètement ce que nous, lecteurs, ce que moi en tout cas, lectrice, j'ai pensé au fil de cette lecture, où j'étais là, attends, qu'est-ce qui se passe, voilà. Et en même temps on est dans un opéra, il y a des jeux de masques, de choses qu'on petit à petit on apprend, on dévoile, il y a des plot twists jusqu'au bout, vraiment incroyable. C'est 600 pages de bonheur, je ne peux que vous le recommander. En plus, l'ouvrage est vraiment magnifique. On a 3 signés parce que... donc, oui, je vous ai pas parlé de l'histoire en fait. On a le contexte. Mais on suit en fait Ivoire, qui est une dompteuse de rubans, parce que dans cet univers qui est régi par l'opéra, il y a des castes selon les pouvoirs qu'on a. C'est un univers hyper riche, je le vends très très mal comme ça, je le décris très très mal, mais vraiment il faut le lire pour bien comprendre. Et donc elle va se retrouver à l'opéra où en fait il faut absolument que chaque représentation se passe bien, parce que sinon il y a des désastres qui arrivent dans le monde. En plus de ça, sa famille la rejette beaucoup parce que il la voit comme une tare, parce qu'elle est albinos, dans un monde où tout le monde est noir. Voilà, il y a des choses en plus qui sont révélées au fur et à mesure sur qui elle est exactement. Voilà, j'ai pas envie de vous en dire plus sur la base de l'histoire et sur l'intrigue.
Mais vraiment, vraiment, lisez-le, c'est incroyable. En plus, l'autrice est absolument adorable. J'étais trop contente de la rencontrer. Le premier jour d'ailleurs, c'est une des premières dédicaces où j'ai un peu fait la queue, mais j'étais trop contente parce que vraiment c'était trop chouette. Et du coup, je me suis laissée tenter par son autre roman qui est complètement différent, plus jeunesse. C'est un roman 9-10 ans qui s'appelle L'Étoile du soir, paru chez Albin Michel. Parce que d'une, j'avais adoré La Plume dans Plein Ciel, donc je me suis dit j'ai envie de la découvrir dans autre chose. Et ici, en plus, elle m'a dit que c'était une histoire pour parler du deuil, mais de manière un peu lumineuse, avec voilà, une histoire un peu familiale aussi. Ça se passe dans la montagne, je crois que c'est hindou, au cœur des montagnes indiennes, voilà. Un roman initiatique, vibrant d'émotion et d'espoir. Je vous lis la phrase qui est en 4e. Mais voilà, je pense que ça va être très beau et j'ai vraiment hâte de me plonger dedans. En plus, c'est vraiment petit, c'est du 120 pages, je crois, 140 pages, voilà, du jeunesse 9-10. J'ai trop hâte de découvrir et j'ai vraiment hâte du coup de voir également ce qu'elle pourra sortir après. Ça a coupé, mais on est revenu. De retour. Du coup, j'y vais. Alors, je termine avec plusieurs livres. Donc, j'ai acheté celui-ci, La clé d'obsidienne, le tome 1, Fleur fantôme de Cindy Van Verlinden. Je vais pas y arriver. Cindy Van Walder, je crois. Van Walder Zanetti. Pardon. Qui est une romantaisie Chatterley. Chatterley qui est une très jeune maison d'édition, enfin collection maison d'édition, je sais pas trop. On l'a vu en conférence. Cindy, pardon, je ne redirai pas tout le temps. Donc là, c'est une romantaisie et on est dans une ambiance précolombienne, donc très intéressant. D'ailleurs, ça se voit un petit peu à la couverture. Je sais pas si vous voyez vraiment, mais ça, voilà, ils ont bien fait leur travail. Et l'histoire est assez classique puisque c'est l'histoire d'un tournoi avec des jeunes femmes et on va suivre celle qui veut se venger du prince. Ou du roi, je sais plus, enfin de celui qui est au pouvoir en tout cas. Et évidemment, elle va tomber amoureuse puisque c'est une romantaisie, donc c'est un Enemies to Lovers. Voilà, je ne sais pas forcément beaucoup plus d'infos puisque je ne l'ai pas encore lu, mais voilà, étant dans ma petite période romantaisie, je me suis laissée tenter et puis c'est aussi à ça que servent les Imaginales, rencontrer des nouveaux auteurs, nouvelles autrices et du coup de leur prendre leurs livres. Moi, Cindy Van Wilder, pour la petite histoire, je l'avais rencontrée justement aux Imaginales il y a des années avec sa série Les Outrepasseurs, qui n'est plus éditée, donc je suis désolée, je vous parle d'un livre que vous ne pourrez pas acheter, sauf en peut-être hyper cher en occasion, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'avais lu le premier tome et j'avais vraiment beaucoup aimé, donc il va falloir que je le relise et que je lise la suite, ce qui m'attend chez moi. Ensuite, ça c'est un livre que j'avais déjà acheté, que j'ai ramené, mais que je n'ai pas encore lu par contre, puisque je l'ai acheté il y a littéralement une semaine. Folklove King de Anna Whitten, qui est une fantaisie un peu dark, qui vient de paraître chez Brajlon et... je sais pas, tout le mélange me tentait bien. Je vais vous donner la petite citation qu'il y a dans la jaquette de Ali Hazelwood qui dit « Anna Whitten a construit un monde aussi sombre que fascinant, romantique et provoquant. Si vous aimez les fan families, oui. Les intrigues de cour, oui. Les secrets puissants, oui. Les prêtres sexy, non. Ça, c'est un peu chelou. Et les héroïnes fortes. Le tout saupoudré d'une pincée ou un peu plus de nécromancie, ceci est le roman de vos rêves et de vos cauchemars. » Et c'est vrai que j'aime bien lire de temps en temps des choses un peu sombres. Il faut juste que ce soit pas trop sombre, mais ça dépend comment c'est fait. Si c'est poisseux, j'ai un peu du mal. Si ça permet de plonger dans autre chose, j'aime bien. Et donc, je l'ai pris, j'ai craqué en belle édition, avec son petit jaspage, et puis surtout... C'est super beau, sa garde avant qui est incroyable puisqu'ils ont fait ce qu'on attendait, c'est-à-dire utiliser du papier. Non, c'est un effet. C'est un effet irisé d'impression. C'est un cold foil rainbow. Je vous donne toutes les infos. Toutes les infos parce que j'ai moi-même hésité. Enfin bref, sur un des livres sur lequel je travaille, on s'est posé la question d'utiliser ce type d'impression, d'impression, ouais. Donc c'est une sorte de fer en fait à froid
qui a un effet arc-en-ciel. Voilà. Et c'est vrai que ça fonctionne bien un peu nacré. En fait, ça fait comme un vitrail. Bon, je suis pas hyper fan de la couve. Je sais qu'il y en a plein qui adorent. Et donc, vous avez une garde un peu plus classique avec une illustration à l'arrière. Donc voilà, je ne l'ai pas encore fait dédicacer parce que je verrai demain pour la rencontrer. Mais je pense que ça va être une lecture que je vais avoir très bientôt. Voilà. Ensuite, j'ai également acheté rapidement une ancienne anthologie des Imaginales, Bar des Sirènes, parce que je suis en train de lire Sing Me to Sleep, qui parle de sirènes, et donc voilà, petite obsession du moment avec les Bridgerton. Donc je me suis dit, je me laisse tenter par l'anthologie pour avoir des petites histoires courtes sur les sirènes, puisque c'est assez sombre la vision des sirènes, et je pense qu'il y en aura aussi des nouvelles dans cet esprit-là, et je serais curieuse de voir comment ça peut être développé de façon très différente. Donc voilà, c'était un petit craquage, l'air de rien. Je lirai peut-être une petite nouvelle ce soir, et puis en espérant que l'auteur ou l'autrice soit sur le salon pour aller lui faire dédicacer cette vieille anthologie de, je sais plus, je crois que c'est 2014, quelque chose comme ça. D'ailleurs, si vous avez des recommandations de livres Bridgerton Sirène, ensemble, n'hésitez pas à contacter Claire, elle foncera dessus. Oh, le mélange, oh, ça serait improbable. Et s'il y a des auteurs qui passent par là, n'hésitez pas, si vous voulez écrire une petite fantasy Bridgerton Sirène, allez-y, vous aurez au moins une lectrice. Dans mon départ. Et pour finir, j'ai rencontré enfin Victor Dixon, puisque j'ai lu les 3 premiers tomes de sa première trilogie Vampiria, qui est une uchronie. Cette fois, c'est Louis XIV qui n'est pas mort et qui s'est transformé en vampire pour avoir l'immortalité. Et donc, de nos jours, on a toujours Louis XIV qui règne sur la France, mais en fait, plus globalement, même sur le monde entier. Et on va suivre une jeune femme qui s'appelle Diane, qui va se faire passer pour Jeanne. Non, c'est le contraire. Elle s'appelle Jeanne et elle se fait passer pour Diane. Je ne sais plus. Bref. Qui se retrouve, en fait elle se rend compte que sa famille avait certains secrets et faisait peut-être partie encore une fois, la Révolution. Sa famille est entièrement tuée, ça arrive au premier chapitre, hein, je vous spoil absolument rien, et elle se retrouve à prendre l'identité d'une noble et être envoyée à Versailles pour intégrer une école, et elle va avoir pour but de tuer Louis XIV, lui couper la tête. Voilà, donc... C'est une saga qui va avoir, je crois, 12 tomes, quelque chose comme ça. En fait, il va y avoir plusieurs cycles. Et donc, le deuxième cycle se passe aux États-Unis, en Amérique. Donc ça, c'est le tome 2 du deuxième cycle. J'ai pas encore lu le tome 1. Et voilà, c'est une ambiance que j'aime beaucoup. J'ai découvert l'écriture de Victor Dixon et il a, pareil, un style très reconnaissable. Et donc c'est aussi pour ça que j'ai pris Phobos, que j'avais pas lu, qui là est plutôt de la science-fiction, je pense. Je pense qu'on peut dire comme ça se passe dans l'espace. Et là, on retrouve un peu comme pour Noblesse oblige, la notion de télé-réalité, avec des jeunes qui sont envoyés dans l'espace et qui vont devoir se mettre en couple pour pouvoir former la première colonie dans l'espace. Enfin, je sais plus vers où ils vont, vers Mars, je crois. Oui, c'est ça, vers Mars. Bref, donc complètement autre chose, mais je suis très curieuse de découvrir Victor Dixon justement dans autre chose. Et il est très sympa. Allez le voir en dédicace, il vous pose des questions, il est souriant, il est accueillant et vraiment c'est hyper chouette. Ça vaut le coup d'attendre plus d'1 heure. Voilà. Et il n'est pas dit que nous ne ferons pas de craquage demain encore. Voilà. Ça fait un petit moment qu'on discute avec vous, donc oui. On vous aime beaucoup, mais on va vous laisser là. Surtout qu'on a commencé à avoir faim. Vous aurez encore quelques images de demain et puis la petite conclusion pour savoir si on a craqué ou pas. En ce moment, j'ai un autre délire, j'aimerais bien lire des histoires qui se passent dans les années 90. 1990, évidemment. Pourquoi ? Parce que y a pas de portable et il n'y a pas d'internet. Et donc du coup les histoires d'amour sont... Ça reste quand même du contemporain, du aujourd'hui, parce que les années 90, contrairement à ce que disent certaines personnes, c'est pas il y a si longtemps que ça. Non, je confirme. Mais d'un autre côté, il n'y a pas aussi toute la technologie. Et donc du coup, j'aimerais bien lire des histoires dans les années 90, mais j'en connais pas beaucoup. C'est une demande très particulière. Et alors en plus, si c'est une espèce de romantaisie... Mais c'est pas daté la fantaisie. Oui, mais justement, on pourrait
pourrait avoir un peu à l'urban fantasy peut-être, mais je sais pas comment dire. Mais un truc où il pourrait y avoir de la magie, mais... Ariel Holt, si tu passes par là, voilà une demande pour toi. Mais oui, non mais c'est vrai. On est toujours dans le médiéval ou de quelque chose de plus contemporain, ça pourrait être sympa. Voilà. Et sinon, tu veux descendre du ciel? Je sais pas, alors j'ai un short sous ma jupe, je tiens à préciser, au cas où vous voyez des choses, sachez Non, non, on voit rien. Vas-y. C'est l'enfer, ils sont vivants. Elle lui offrit la chaleur de son lit et le voyageur lui fit cadeau de Chiara. Chiara elle-même, il laissa ses yeux. C'est trop beau ça. Vous pensez qu'elle lit là hein? La grosse arnaque. Elle était sur son téléphone. Oui, c'est comme Obélix avec la marmite, je suis tombé dedans quand j'étais petit. J'ai grandi à Versailles, je suis aux États-Unis actuellement, et c'est vrai que ma première immersion au château a été au sens propre, une immersion dans le canal en janvier, en plus elle était bien froide, et j'étais en vélo avec mes petits trous derrière, j'ai foncé, j'ai dérapé, je suis tombé dans le canal, et mes parents étaient d'ailleurs assez loin de là, donc ils ne m'ont pas repéré tout de suite. Il y a quelqu'un qui pensait qu'un petit chien nageait dans le canal, qui m'a guidé vers des marches pour en sortir. Et c'est peut-être ça qui, bien des années plus tard, m'a inspiré Vampiria. J'allais dire, est-ce que Vampiria est né d'un traumatisme d'enfance? Eh ben peut-être. Voilà, il faut lire pour savoir. Bonsoir. On revient une semaine plus tard. Tout pile. Il s'est passé un petit peu de temps. Pour conclure ce vlog, du coup, j'ai acheté Dents de soie. Puisqu'il n'y avait plus de bretzel break, comme je vous disais. Et du coup, j'ai eu une trop chouette petite dédicace avec une petite fée dessinée par Maëlle de Sarre. Voilà, donc trop sympa. Et bon, c'est quand même un livre que je voulais vraiment lire d'elle. Donc j'ai hâte de découvrir. Et du coup, moi j'ai acheté Plein Ciel, j'ai fini par me laisser convaincre. J'ai pu le faire dédicacer. Elle faisait un truc trop chouette où elle avait un petit sac avec des rubans et on pouvait piocher son petit ruban. Donc voilà, j'ai pioché mon petit ruban aussi. T'as pu avoir le tien aussi d'ailleurs. Ça j'avais oublié la première fois. Et elle est vraiment hyper sympa, hyper souriante. Voilà, elle papote. C'était hyper agréable comme dédicace. Et du coup, bah voilà, maintenant il m'attend pour la lecture. Oui, j'ai hâte. Et sinon, niveau lecture, je voulais juste vous dire que j'ai terminé de lire toutes les nouvelles de Memento Mori. Et c'est la première anthologie des Imaginales que je termine complètement, donc je suis trop contente. Il fallait forcément attendre le thème Memento Mori pour que je le finisse, évidemment. J'ai beaucoup aimé découvrir toutes les nouvelles, toutes les plumes dont certaines je connaissais et d'autres non. Vraiment trop belle découverte de toutes. Il y en a peut-être... Bon alors, il y en a 2 ou 3 où je m'en souviens même plus, alors qu'on est qu'il y a une semaine. Donc elles ne m'ont pas marqué, même si sur le moment, je pense que j'ai passé un bon moment. Il y en a une, je pense que je n'ai rien compris. Et sinon, alors il y en a une que j'ai pas trop aimée, mais parce que je pense que c'était aussi un test de Dark Fantasy pour moi.
Et bon, ben, c'est pas fait pour moi, clairement, parce que j'ai trouvé que le côté violence gratuite, sexe gratuit, enfin bref, non, c'est pas pour moi. Et sinon, bah, les autres, trop chouettes découvertes. Donc pour vous redire, j'ai découvert donc, Christopher Bouy, j'ai beaucoup aimé sa nouvelle. David Brie, je connaissais, très triste comme nouvelle, mais j'ai bien aimé. Alain Damasio, je découvrais, même si voilà, il est hyper connu, mais je n'avais jamais rien lu de lui. Si, Novak et Nova. Ah oui, c'est vrai. Enfin, J'avais Nova lu et je sais plus comment elle s'appelle. un petit livre, bah, je vous le mettrai. Une courte nouvelle autour de l'intelligence artificielle et la place de la technologie dans nos vies. C'est ça, paru chez aux éditions Rajo. Rajo, ouais. C'est ça. Donc oui, si, je connaissais sa plume, mais pas en adulte. Et j'ai beaucoup aimé sa nouvelle, vraiment très très belle, très métaphorique, mais moi j'adore ça. Lionel Davoust, j'ai bien rigolé et j'ai trouvé ça très frais, lumineux, donc trop chouette. Jean-Laurent Del Socorro aussi, j'ai bien aimé, même si c'est peut-être une de celles qui m'ont le moins touchée des nouvelles que j'ai lues de lui par le passé. Ariel Holtz, une nouvelle au top. Vous m'avez vu le lire normalement dans les petits clips que vous avez vu passer précédemment. Vraiment une superbe nouvelle. Ensuite, alors, il y a ceux que j'ai moins aimés, je vous les passe. Hein. Julia Richard, j'ai découvert, elle a écrit Paternoster, qui a beaucoup fait parler de lui, et puis Carnet. Je vous mettrai pas les couves parce que elles me font vomir. Moi, personnellement, je ne pourrais jamais lire ces livres parce que je ne pourrais pas l'acheter. Ouais. Littéralement. Voilà. Mais sa nouvelle était très très chouette. J'ai beaucoup aimé sa plume et son univers et tout ça. Voilà. Plume des Serves. J'ai beaucoup aimé et ça m'a beaucoup intriguée. J'aurais bien aimé acheter son roman, mais en fait elle était toujours pas là et il fallait qu'on parte à la fin des Imaginales. Donc du coup je n'ai pas pris son livre, mais je le tenterai peut-être une autre fois. Et puis voilà, dans les autres. Et puis il y avait le poème de Chris Vuklicevic qui est très chouette aussi. Donc voilà, pour mon aventure avec Memento Mori. Et de mon côté, j'en ai lu quelques-unes, mais je les ai pas tous finies. Et pour l'instant, toutes celles que j'ai lues, j'ai bien aimé. Alors, il y en avait certaines qui étaient plus fortes que d'autres, forcément. Mais très chouette de lire des petites nouvelles comme ça aussi, c'est un format que j'aime bien. Voilà, on se donne rendez-vous dans un an. Oh oui, pour les Imaginales 2025. Voilà. Tout à fait. On espère en tout cas que ça vous aura permis de découvrir un petit peu ce festival si vous ne le connaissiez pas, peut-être le revivre si vous aussi vous étiez présent aux Imaginales cette année. Et puis encore plein de découvertes dont on a hâte de vous parler quand on les aura lues. Vous pouvez nous laisser un petit commentaire pour dire si vous êtes venu ou pas aux Imaginales, si vous avez l'intention d'y aller l'année prochaine. Et puis si vous êtes trop timide... Il y a plein d'émojis fantasy, imaginaires, des dragons, fées, des dragons. Voilà. Lâchez-vous. Vous voulez. Vous pouvez même tous les mettre si vous voulez, ça fera un long message. Et puis du coup on va vous souhaiter des lectures pétillantes. Et de jolies rencontres d'encre et de papier. À bientôt. À bientôt.